Bienvenue sur Médiane TV et l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Marwa Daoudi, écrivaine, qui vient d'éditer son premier récit intitulé Marécage. Quel plaisir pour une écrivaine et un écrivain de publier un premier roman. Des premiers jets au lecteur ou à la lectrice, le parcours peut être long, sinueux et rempli d'embûches. Être édité est affaire de persévérance et pourtant le simple envoi par la poste reste la référence pour la plupart des éditeurs, à l'exception de quelques-uns qui optent depuis peu pour la voie numérique. Marwa Daoudi, elle, a choisi le format papier et elle nous fait le plaisir d'être avec nous en plateau. Marwa Daoudi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, ma toute première question, j'ai vraiment envie, moi je vous connais à travers ce récit, je ne sais pas si on va l'appeler un roman, un récit autobiographique, mais j'ai envie que vous présentiez un peu à nos téléspectateurs qui est Marwa Daoudi. Avec plaisir, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, une présentation assez basique, Marwa Daoudi, bientôt 35 ans. Je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, j'ai fait mes études au Maroc et j'ai même travaillé pendant 2 années au Maroc. Puis je suis partie m'installer en France à l'âge de 25 ans, à la fois pour rejoindre mon ex-mari, mais aussi pour reprendre les études. Donc malgré un parcours scientifique, j'ai toujours eu beaucoup d'amour en fait pour les lettres, pour l'écriture, et d'où finalement ce petit bijou que vous avez entre vos mains. Le marécage. Donc, alors tout d'abord le titre, le marécage. Je veux dire que si on voudrait un peu replacer nos téléspectateurs, moi qui ai lu pratiquement tout le livre, je l'ai pas fini, mais je suis allée directement j'ai lu une grande partie. Donc c'est vraiment un récit autobiographique où vous vous racontez sans tabou, je dirais presque sans retenue. Et tout a commencé bien évidemment en 2020. On va dire, bien sûr, ces années fatidiques qui vont nous poursuivre parce qu'il y a l'avant-Covid et l'après-Covid. Racontez-nous donc justement cette envie en 2020 d'écrire ce texte. Alors en fait, c'est une question qu'on me pose souvent quand je parle de mon livre. On me dit, alors qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire ? Alors en fait, l'objectif premier n'était pas d'écrire, n'était pas de publier un livre ou quoi que ce soit. C'était un besoin, en fait. Je passais par une période très, très difficile. J'ai eu ce que ma psy appelait le combo, parce que je venais de divorcer. Je venais d'emménager dans mon nouvel appartement qui faisait à peine 28 mètres carrés sous les toits, sachant que je n'avais jamais vécu seule de ma vie. Et 2 semaines après, alors que j'avais encore mes cartons qui n'étaient pas tous déballés, eh bien, on annonce un confinement. Et voilà, en fait, c'était plusieurs éléments à la fois qu'il fallait gérer. Et je n'étais pas bien, donc j'avais commencé à écrire. Alors au début, c'était pas l'écriture, donc c'est passé par le dessin, par la musique, par autre chose. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Et puis à un moment, je reprends l'écriture avec laquelle j'avais coupé les liens parce que ça me faisait mal en fait. Et depuis mes 19 ans, et j'ai repris l'écriture, mais vraiment quelques jours sur le téléphone, sur un bout de papier. Et puis j'avais arrêté. Et quelques mois après, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est pas que je me suis dit, j'avais vraiment un besoin oppressant, limite, j'ai envie de dire, de vraiment d'accoucher d'un tas d'émotions qui étaient en train de m'envahir sur le papier. Et c'est là où j'ai commencé à écrire. Et à un moment, je me suis dit, en fait, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas écrire quelque chose de structuré, sachant que moi j'ai toujours eu du mal à achever mes écrits, j'en ai plein, mais voilà. Et donc voilà, c'était la genèse en fait de ce projet. Alors, une jeunesse qui finalement donc a abouti, donc le marécage est bien sorti. Est-ce que c'était facile de se livrer ? Parce que pratiquement tout au long c'est vrai, vous parlez de votre livre, mais vous parlez du jeu, vous parlez de Marwa Daoudi et sans moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'ouvrages, de romans aussi qui sont autobiographiques, mais inspirés de la vie, où il y a ce jeu. Est-ce que c'était si facile pour vous de prendre le stylo ? Je ne sais pas si vous avez écrit sur un ordinateur, oui, de parler de ce moi que vous aviez envie d'abord de découvrir vous-même, avant de le partager avec vos lecteurs. Est-ce que c'était si facile que ça ?
Alors au départ, je pense que c'était facile parce que c'était entre moi et moi-même, donc c'était pour moi. Et moi, malheureusement, j'ai toujours tendance à me relire. C'est pour ça qu'en fait, l'écriture à un moment me faisait du mal parce que j'écris quand je vais mal, déjà. Bon, ça, c'est malheureusement pour moi, j'écris quand je vais mal et je me relis. Donc en fait, c'est comme si je confirmais encore plus cette souffrance, cette tristesse. Donc au début, comme c'était avec moi-même, j'écrivais pour moi. Ça me libérait, ça avait cet effet exutoire. Et en effet, la V1 est très très différente de la version que vous avez entre les mains. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, ça contenait beaucoup de détails. Lorsque j'ai décidé vraiment de le publier, ou en tout cas de le publier, j'ai retravaillé la version. Alors déjà, dans un premier temps, par rapport à moi, à ce que j'ai envie de partager ou non, ce qui était pertinent ou pas. Et puis, deuxièmement, par rapport à d'autres personnes, notamment mon ex-mari et mes parents. Avant de le publier, d'ailleurs, je le dis au début, je leur ai fait lire et j'ai demandé leur accord avant d'exposer quoi que ce soit. Et justement, ces échanges-là, c'était bien, en tout cas avec mes parents, parce que ça nous a permis en fait de comprendre certaines choses, certaines interprétations des uns et des autres. Et puis, ça m'a permis de retravailler certaines parties. Et c'est vrai que je me souviens, au moment où je devais vraiment cliquer pour les premières fois où j'envoyais voulais envoyer le manuscrit, c'était pas évident. Je me dis, parce que là, ce sera trop tard en fait. Une fois que tu auras appuyé, ce sera trop tard. Quand on envoie quelque chose sur le net, en fait, ce n'est plus à nous. Voilà, on en perd la propriété, même si c'est du jeu, même si ça parle de moi, même si c'est en mon nom. Donc oui, ce n'était pas vraiment évident. Mais justement, qu'est-ce qui a fait cette hésitation sur le moment d'envoyer? Est-ce qu'il fallait revoir certaines choses ou c'est juste ce moment-là, quand vous le dites, c'est de partager avec tout le monde, de parler de vous, de vos amis, de votre famille, de votre mari, enfin de votre ex-mari, de vos émotions, parce que quand même on est, qu'on le veuille ou pas, une société où on a de la pudeur pour parler de soi. Donc, est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte, justement, de cette pudeur que nous ont appris nos parents? Alors, oui, tout à fait. Il y a un peu de ça, il y a un peu de pudeur. Mais finalement, en fait, ce qui m'a poussée à aller au-delà de ça, c'est ce challenge que je voulais me lancer, en fait. Parce que j'avais beaucoup travaillé sur moi les mois qui précédaient, notamment par rapport au regard des autres, à la confiance qu'on a en nous-mêmes, à l'estime qu'on a envers nous-mêmes. Pour moi, c'était une façon de me dire, en fait, non, je prends les rênes, c'est moi, j'assume, en fait, si je fais quelque chose et si je dis quelque chose, à partir du moment où ça ne va pas causer un préjudice à une personne tierce, en fait, non, moi, je veux assumer. D'autant plus que moi, l'objectif que j'avais derrière la publication, ce n'était pas juste pour publier un livre, en fait, c'était parce que je suis sur certains groupes Facebook d'entraide de femmes marocaines et je lis souvent des SOS, des filles, des femmes qui demandent des conseils par rapport à certaines situations. Et souvent, je me dis, en fait, on vit toute la même chose finalement. Et je me dis, moi j'ai quand même appris, j'ai fait un travail sur moi que je continue d'ailleurs parce que ça se finit jamais en fait, le travail sur soi. Je me suis dit, si ça m'a aidé, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et si ça peut aider une autre personne, en fait, pour moi, je ne sais pas, c'est comme si je donnais un sens à ma vie finalement, à mon existence. Et c'était vraiment la plus grande motivation derrière le fait de publier ce livre-là. C'était vraiment de pouvoir aider ne serait-ce qu'une personne. Et aujourd'hui, quand j'ai une personne qui lit et qui m'écrit pour me dire « je me suis vraiment retrouvée dans telle ou telle partie, ça m'a fait du bien », moi en fait, je suis bien. Voilà, je suis contente. Alors justement, j'aimerais revenir à ce process d'écriture. Vous, comme vous le dites, donc vous avez toujours aimé écrire. Quel rapport vous avez justement entre l'univers de la littérature et de l'écriture, le rapport que vous avez aux mots? Parce que quand vous lisez un texte, vous l'appréciez, vous le savourez, vous en posez d'autres, mais quand c'est nous qui nous mettions justement à prendre ce stylo ou ce clavier pour écrire des mots, quel rapport justement vous avez à ce process d'écriture où vous n'êtes plus Marwa Daoudi, la jeune femme qui vit en France, mais vous êtes l'écrivain qui est là face à son papier, mais aussi à son lecteur. Quel rapport vous avez justement à cette situation aujourd'hui?
Alors en fait, je me sens plus intransigeante en fait. C'est dur parce que je sais, quand j'ai relu, j'ai repéré encore une ou deux fautes d'orthographe ou de grammaire, je ne me souviens plus, et je me dis, ça a échappé. Pourtant, il y a eu des relectures, alors déjà de ma part et de part de correcteurs. Et là, en fait, je me dis, on s'auto-juge et on est vraiment, on n'est pas indulgent avec soi-même, en fait, quand c'est notre propre écrit qu'on est en train de lire, en fait, et qu'on a entre les mains. C'est vrai que c'est pas le même rapport par rapport à si j'étais en train de lire le livre d'une autre personne, d'un autre écrivain, d'un autre auteur. Là, pour le coup, ce qui va peut-être m'intéresser, c'est peut-être le style ou encore le sujet. Mais là, en fait, c'est comme si j'étais devant une soutenance et j'étais le jury, un membre du jury, et en même temps, la personne qui est en train d'être jugée. Voilà. Alors, on va rester dans cet univers de jurer, cette personne qui va vous juger, mais en tout cas, nous, on ne vous juge pas. En tout cas, c'est un très, très bel ouvrage où on sent qu'il y a de l'authenticité et de la véracité, en tout cas, de vos propos. Et donc, je vous donne un autre exercice, celui de nous lire un extrait. Je vous laisse choisir le passage que vous voulez. Donc, en fait, je vais essayer de lire une partie du début et puis de la fin pour qu'on voit un petit peu comment ça a commencé et comment ça finit, et pour aussi pas déprimer les gens. Alors, dans les bras de la dépression. J'ai connu le vrai sens de la dépression en 2020 et encore plus au début de l'année suivante. Ce mot que j'utilisais certainement de façon maladroite auparavant et sans réaliser à quel point il était fort ni connaître sa réelle signification. Une rude épreuve. Vêtir son costume de Sisyphe chaque matin en se réveillant avec un fardeau sur le dos, un corps léthargique, les larmes aux yeux, un cœur en panique, sans motivation, sans aucune envie. Même respirer devient pénible. Ressentir le besoin de parler, mais se retrouver face à une aphonie inébranlable et être incapable d'émettre le moindre son, car on sait pertinemment que personne ne comprendrait. Je n'avais plus envie de vivre, mais je n'avais pas non plus le courage de mettre fin à ma vie. J'avais le sentiment de voguer sur une autre orbite, de parler sur une autre fréquence, d'être dans une bulle transparente à travers laquelle je regardais immuablement mon entourage, mais mon entourage, lui, ne me voyait pas. Alors, quand vous relisez là, maintenant, on peut laisser l'autre passage pour un peu plus tard. Quand vous relisez justement ce passage et que vous le lisez, mais tout en tenant l'ouvrage entre vos mains, quelle sensation vous avez justement de voir que vous êtes allé au bout de votre rêve finalement? En fait, c'est mitigé. Parce que forcément, je me retrouve dans la situation il y a 3 ans où j'étais vraiment... dans mon lit, vraiment, je visualise la situation dans mon lit où j'étais vraiment pas bien. Il y a un jour, je me rappelle, à 6h du matin, j'appelle mes 2 amis qui étaient à l'autre bout de Paris, alors qu'on était en période de confinement, limité à 10 km. Et je leur dis, il faut venir, je ne suis pas bien, venez. Voilà, sauvez-moi. Mon appartement, c'était une porcherie, désolée pour le terme, mais c'était vraiment... Et donc forcément, dès que je lis, je me retrouve dans cette situation-là. Mais après, je me dis, ça c'était il y a 3 ans, regarde où tu es maintenant. Et alors, je suis fière et contente pour moi-même, et en même temps, je me dis, bah, c'est bien si une personne lit ça et voit finalement où je suis aujourd'hui, bah, ça peut lui donner espoir et lui dire, bah, en fait, non, on peut s'en sortir. Alors, j'aimerais, indépendamment bien sûr de vos amis, de vos coachs, parce que vous en avez, et toutes les personnes que vous voyez justement pour pouvoir parler de ces émotions, qu'est-ce que vous direz justement à quelqu'un qui a envie justement d'écrire, de s'en sortir? Quelle est peut-être la première personne à laquelle il faut peut-être qu'il faut appeler, ou il faut taper à sa porte pour qu'elle soit là pour quand on est mal? Alors, de mon expérience, je sais que quand j'allais pas bien, j'avais du mal à me confier à mon entourage, et que ce soit la famille ou les amis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours cette peur du jugement. Et puis aussi parce que les personnes, même avec les plus bonnes intentions, en fait, parfois elles vont être dans le conseil, mais ça va être tellement maladroit qu'on va se sentir mal compris, que nos propos vont être pas interprétés, etc. Donc
moi, je dirais éviter l'entourage, en fait, dans un premier temps, parce que ça peut avoir l'effet inverse. Mais il faut s'orienter peut-être vers un professionnel. Et ça peut être un psychologue ou encore un coach. Voilà. Mais ce que je dis d'ailleurs souvent aux personnes avec qui j'en parle, c'est de chercher jusqu'à trouver le bon. Donc moi, il m'a fallu consulter donc 3 psychologues et une psychiatre avant de tomber sur la personne avec laquelle le feeling était bien passé. J'ai une amie, je me souviens, c'était au bout de la 11e personne qu'elle a vraiment trouvé la personne qui lui convenait. Parce que le feeling joue beaucoup dans ce genre de démarche en fait. Moi, j'aime beaucoup parce que vous le dites juste au début de votre ouvrage, écrire pour guérir. Shoot for the moon, even if you miss, you land among the stars. On va traduire. Donc, viser la lune, même si tu la rates, tu finiras parmi les étoiles. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé à justement passer outre tous vos problèmes et s'asseoir face à une page blanche et à écrire? Est-ce que c'est l'envie de vous en sortir? Est-ce que c'est l'envie de réaliser votre rêve ou l'envie justement de sortir de ce confinement qui a fait de mal à beaucoup de gens? Parce que ça va continuer, on ne sait pas ce que le confinement les conséquences, elles se poursuivent encore 3 ans et même 4 ans plus tard et 5 ans et 10 ans plus tard, le problème sera posé. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Qu'est-ce qui vous a un jour fait décider de vous asseoir, dire maintenant je vais écrire? Je pense que c'est quoi ce déclic? Je pense que c'était un mécanisme de survie. En fait, le corps, c'est une sacrée machine. Hein. Il est bien fait. Donc, comme j'étais dans une situation où j'étais pas bien, et pour le cerveau, je suis dans une situation de danger. C'est comme si pour lui, en fait, c'est un ours qui était en train de me courir derrière, et en fait, j'étais à 2 doigts de mourir. J'étais dans une situation où j'étais pas bien, donc il a activé son mécanisme de survie, qui est passé par plusieurs choses avant d'arriver à l'écriture, comme je disais. Ça a commencé par les vidéos que je faisais. Des vidéos où je me parlais en fait pendant quelques minutes parce que j'avais peur d'être toute seule, j'avais besoin de parler parce que moi je parle beaucoup, je suis quelqu'un de très sociable, donc, au travail je parle à tout le monde et là me retrouver toute seule c'était dur et donc j'ai commencé à faire des petites vidéos où je racontais ma journée, même si voilà une journée de confinement, voilà, on peut se rendre compte qu'il ne se passe pas grand chose en fait, mis à part aller faire les courses, voilà. Et donc voilà, ça a commencé avec les vidéos. Par la suite je me suis mise à faire du dessin. Et après, par le chant, je commençais à faire des sortes de parodies en fait, de chansons où je m'amusais à changer les paroles et à chanter, même si je chantais très faux. Et puis après, avec de la musique, j'avais acheté un piano en plein confinement pour essayer d'apprendre le piano. Et je pense que voilà, mon cerveau, mon corps, il essayait de s'en sortir par tous les moyens, par tout ce qui lui arrivait, qui lui venait à l'esprit. Et finalement, je me suis dit, peut-être que je vais me réconcilier avec mon amour d'enfance qui est l'écriture. Je vais essayer d'écrire et cette fois-ci, je pense que ça ne me fera pas mal comme avant. Parce que moi, les dernières années où j'avais écrit, c'était pendant la période de prépa, maths sup, maths spé, 2 années qui m'avaient complètement traumatisée. Voilà, faut le dire, hein, c'est une vérité malheureusement. Et c'est là où j'écrivais beaucoup. Je retrouve encore des écrits de cette période-là où on dirait que j'étais dans une prison en fait. Et malheureusement, aujourd'hui j'en rigole, mais c'était dur. Et donc voilà, finalement ce cheminement-là, finalement ça a fini par l'écriture. Moi, j'ai vraiment envie, c'est peut-être en parallèle avec votre texte. Vous êtes une Marocaine résidente à l'étranger aujourd'hui. Vous avez ce statut, mais vous avez étudié au Maroc, vous êtes partie étudier, donc il y a tout ce cheminement-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aujourd'hui réfléchir à des structures pour accueillir ces Marocains résidents à l'étranger ou ces Marocains résidents au Maroc qui partent soit pour étudier, soit pour travailler parce que c'est une nouvelle culture, c'est une autre façon de voir la vie, c'est une autre façon, c'est un autre quotidien. Vous, justement, en tant que Marocaine aujourd'hui, résidente à l'étranger, résidente en France, est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, est-ce que vous ne pensez pas que vous, justement, en tant qu'aujourd'hui, qu'écrivain qui a trouvé son chemin, qui travaillait, puisque vous avez un travail en France, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à des structures pour accueillir justement ces Marocains résidant à l'étranger qui viennent découvrir une autre culture, une autre vie qui peut-être peut aider dans le cheminement
pour se trouver une vie dans ces pays d'immigration, pas forcément que la France, hein, mais les Marocains partent aujourd'hui partout en Europe et aux États-Unis et même en Asie. Donc voilà. Je trouve que c'est une excellente idée. Moi, j'y avais jamais pensé, mais là, à vous entendre en parler, je me dis, en fait, oui, il faudrait faire ça, parce qu'effectivement, il y a le choc de culture. Hein, c'est indéniable, même si on regarde la télé, voilà, on est assez imprégné, mais quand on va là-bas et qu'on côtoie d'autres personnes, là on se rend compte qu'il y a beaucoup de différences. Moi je me souviens que mes premiers mois, j'avais du mal alors, c'est pas que j'avais du mal à m'intégrer, mais il y a des choses en fait qui s'imposent à nous. Par exemple, nous on n'a pas les mêmes références que les références d'enfance, les dessins animés, les musiques. Donc parfois je me retrouvais dans des groupes, ça rigolait par rapport à telle ou telle chose. Moi je dis mais en fait vous parlez de quoi? Ah non mais tu ne connais pas ça, mais tu es de quelle génération? La même que toi, oui, mais sauf qu'on n'a pas grandi dans le même pays, on n'a pas les mêmes références. Donc ça, parfois, ça peut faire qu'on devient marginalisé. Après, il y a la différence de culture par rapport aux traditions, par rapport aussi à la question de la religion aussi, surtout en France où... malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, où on pousse un peu les choses un peu à l'extrême, où on veut vraiment, je veux rien avoir, je ne veux pas parler de religion, enfin voilà, tout est tabou en fait sur ces sujets-là. Et puis le fait de se retrouver là-bas, pas sans famille, mais loin de la famille. Et sans repère. C'est ça. Moi, par exemple, les 6 premiers mois, c'était en mode dépression. Je m'enfermais dans les toilettes pour pleurer parce que je me sentais pas bien. Alors on rajoute à ça la grisaille parisienne. Là c'est vraiment le summum. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que quand on part à l'étranger, on va chercher nos semblables. Parce que, voilà, un peu comme les loups, on ne va jamais trouver un loup solitaire, on essaie toujours de trouver une meute, voilà, pour se sentir, encore une fois, je reviens à cet instinct de survie, hein, pour se sentir protégé en sécurité. Et c'est la même chose qui se passe, c'est qu'en fait, et moi j'ai observé ça, je trouvais ça très, très drôle, les groupes de Marocains qui se constituaient, moi je me disais, ces groupes-là, on les remet au Maroc, non, ils n'auraient pas été amis ou voilà, ou copains, copines, comme on les voit en France. Et vous dites, au fait, c'est l'instinct de survie qui fait que l'unité fait la force. Exactement, tout à fait. Oui. Fait la force. Donc je vous donne un autre exercice. Vous nous relisez un autre extrait. Ça marche. Donc ça, c'est vers la fin. J'aimerais alors finir avec cette leçon de vie dont ont découlé d'autres leçons. Parce que je sais que beaucoup de couples connaissent au moins une fois dans leur vie un tel épisode. Vous allez connaître des moments plats, ce qu'on appelle communément la routine, et à laquelle nous donnons cette connotation péjorative. Ne tombez pas dans ce piège en vous accrochant à ce mirage auquel nous font croire le cinéma, les réseaux sociaux et les apparences. Cette routine, c'est votre régime de croisière. Lorsque vous êtes dans un avion, ce n'est pas tant dans la phase de décollage ni d'atterrissage que vous vous sentez le mieux, mais bien lorsque l'avion se stabilise et garde le même rythme. Lors de ce régime de croisière, des turbulences peuvent survenir, de temps à autre et à tout moment. Ces turbulences, c'est le doute. Vous allez connaître des moments de doute, mais ne laissez pas ce doute s'installer. Comme pour les turbulences, si celle-ci dure, le crash est assuré. Mais si vous sortez indemne de la zone, vous retrouverez votre sérénité. Lorsque vient cette phase de doute dans votre histoire, sachez que c'est le moment de dire les choses telles que vous les ressentez, de vous ouvrir à l'autre et de baisser votre garde. C'est également le moment de faire preuve d'humilité en cherchant de l'aide ailleurs. C'est le moment de consulter. Merci beaucoup pour ces instants, Maroua Daoudi. Alors, une toute dernière question, c'est la question qui tue, au fait. Vous en êtes encore au début et nous, déjà, les journalistes, on est dans le prochain. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous avez vu votre ouvrage sortir, édité et que vous en parlez, vous allez certainement faire des signatures ici et peut-être en Europe, peut-être une traduction, mais en tout cas, ce livre va certainement vivre. Est-ce que ça vous donne envie de continuer dans ce chemin et de continuer dans l'écriture ? Bien sûr, parce que c'est une réalisation et puis c'est quelque chose qui me parle beaucoup, l'écriture, ça a du sens pour moi. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé, j'ai 5 livres qui sont déjà entamés. Malheureusement, la difficulté, c'est que l'inspiration, ça vient pas sur commande. Et comme je disais au tout début, moi, il faut vraiment que je me sente mal
pour vraiment pouvoir produire et parce que je puise mon énergie créatrice dans la tristesse malheureusement. Donc voilà, mais bon, j'ai déjà des projets qui sont déjà entamés. D'ailleurs, il y en a 2 que j'avais entamés bien avant le marécage. Donc j'espère qu'un jour, ils verront le jour également. On reste sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, Marwa Daoudi, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous venez de publier votre premier récit, et ça s'appelle Le Marécage. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique, et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.